Et si je vous disais que la solution à notre crise moderne du sucre pousse sous nos pieds depuis des millénaires et que nous avons tout fait pour l'anéantir? Imaginez une source de nourriture si résiliente que ses racines peuvent percer la roche-mère, plongeant à plus de 50 mètres de profondeur. C'est plus profond qu'un immeuble de 15 étages, juste pour trouver de l'eau dans un désert aride où tout le reste meurt. Imaginez un arbre qui produit un sucre qui ne fait pas grimper votre insuline, mais qui la stabilise. Un super aliment qui a soutenu des civilisations entières là où le maïs et le blé ont flétri et péri. Mais au lieu de récolter ce miracle, l'agriculture moderne lui a déclaré la guerre. Pendant 70 ans, ils l'ont attaqué avec des bulldozers, l'ont empoisonné avec des produits chimiques et l'ont marqué comme un parasite de la terre. Ils voulaient que vous dépendiez de leur maïs, de leur canne à sucre et de leur pharmacie. Ils voulaient que cet arbre soit effacé de la mémoire collective. Mais la nature ne se rend jamais. Plus ils essayaient de le tuer, plus il revenait fort. Voici l'histoire de l'or du désert, du survivant ultime, le mesquite. Bienvenue dans les archives de la nature reconquise. Notre récit s'ouvre dans le désert de Sonora. L'année n'est pas enregistrée sur papier, mais elle est inscrite dans le sol. En 1998, des archéologues creusant près de Tucson, en Arizona, ont déterré une jarre d'argile scellée, enfouie profondément sous la terre. À l'intérieur, ils ont trouvé des graines. Elles étaient vieilles de 4000 ans. Et lorsqu'elles ont été plantées, elles ne se sont pas contentées de pousser. Elles ont explosé de vie. Cette découverte a confirmé ce que les anciens indigènes murmuraient depuis des générations. Cet arbre n'était pas seulement une plante, c'était une forteresse biologique. Pour les anciens peuples Tohono O'odham et Pima, le mesquite était connu simplement sous le nom de bâton de vie. Alors qu'aujourd'hui nous voyons le désert comme un lieu de pénurie, pour eux, c'était un supermarché d'abondance. Chaque été, avant l'arrivée des moussons, les bosquets de mesquite laissaient tomber des millions de gousses dorées, tapissant le sol du désert comme une manne tombée du ciel. Ce n'étaient pas des calories vides. Ces gousses étaient broyées en une farine sucrée au goût de caramel qui fournissait des protéines complètes, du calcium et des glucides complexes. C'était le carburant de survie ultime. Les archives historiques décrivent des coureurs Pima capables de parcourir 80 km à travers les sables brûlants sans s'arrêter, alimentés uniquement par de l'eau et des galettes de mesquite. Ils n'avaient pas de diabète. Ils n'avaient pas d'obésité. Ils possédaient une force métabolique dont la médecine moderne ne peut que rêver. L'arbre leur donnait tout, du bois pour leur feu, des médicaments pour leurs blessures et de l'ombre pour leur maison. C'était un cycle parfait et autosuffisant. Une économie gratuite qui ne nécessitait ni charrue, ni engrais, ni maître. Mais pour les empires qui allaient arriver plus tard, une source de nourriture qui pousse librement et rend les gens indépendants n'est pas un cadeau. C'est une menace, et cette menace devait être neutralisée. Avançons rapidement jusqu'au Texas, dans les années 50. C'est l'ère de la conquête industrielle. Le désert n'était plus considéré comme un foyer, mais comme une usine à bœuf et à coton. Mais il y avait un problème. L'arbre mesquite barrait la route. Pour les barons du bétail et les agriculteurs industriels, le mesquite était un voleur. Il prétendait que ses racines profondes volaient l'eau souterraine de leurs précieuses herbes. Ses épines blessaient leur bétail. Mais surtout, il occupait des terres qui pourraient être transformées en profit. Il était sauvage, chaotique et incontrôlable. Ils ont donc lancé ce que l'on ne peut décrire que comme une campagne militaire contre la nature. C'était l'ère de la chaîne. Imaginez ceci. Deux énormes bulldozers rugissant avec des moteurs diesel, roulant parallèlement l'un à l'autre à 30 mètres d'intervalle. Entre eux était reliée une chaîne d'ancre de navires, des maillons d'acier aussi épais que la jambe d'un homme, pesant plus de 150 kilos par mètre. Alors que les bulldozers chargeaient vers l'avant, la chaîne raclait le sol du désert, brisant les troncs
comme des allumettes, arrachant des bosquets entiers par la racine, détruisant tout sur son passage. Derrière eux, des avions déversaient des millions de litres d'herbicides, les cousins chimiques de l'agent orange, transformant les canopées vertes en cimetières gris. L'objectif était l'éradication totale. Ils voulaient une ardoise propre, une monoculture. Pour les peuples autochtones qui regardaient depuis les marges, ce n'était pas seulement de la déforestation, c'était la destruction de leur garde-manger, de leur pharmacie et de leur héritage. À mesure que le mesquite disparaissait, leur santé déclinait également. Sans leur sucre indigène qui guérit, ils ont été forcés de consommer les rations gouvernementales de farine blanche, de saindoux et de sucre raffiné. En une seule génération, le peuple Pima est passé du statut d'êtres humains parmi les plus sveltes de la planète à celui de détenteur des taux de diabète de type 2 les plus élevés au monde. L'industrie avait gagné la bataille pour la terre, mais elle avait déclenché un fléau sur la santé humaine. Et ironiquement, il n'avait même pas vaincu l'arbre. La nature joue sur le long terme, et le mesquite est un grand maître. Les éleveurs ont bientôt découvert une vérité terrifiante sur leur ennemi. Quand on coupe un mesquite, on ne le tue pas, on le rend furieux. La plante possède des bourgeons dormants enfouis profondément dans le collet de sa racine, hors de portée de la charrue. Lorsque le tronc principal est sectionné, ces bourgeons s'activent. Là où un arbre se dressait, 10 nouvelles pousses jaillissent du sol, poussant plus vite, avec plus d'épines et plus d'agressivité qu'auparavant. Dans les années 80, malgré des milliards de dollars dépensés dans la guerre chimique, la densité du mesquite au Texas avait en réalité augmenté. L'administration, celle-là même qui lui avait déclaré la guerre, a discrètement admis sa défaite. Et c'est alors que la science moderne a commencé à découvrir pourquoi cet arbre valait la peine d'être sauvé depuis le début. Des chercheurs de l'Université de l'Arizona et de la NASA ont commencé à étudier les caractéristiques mêmes que les éleveurs détestaient. Ils ont découvert que ces racines profondes ne volaient pas seulement l'eau, c'étaient des pompes hydrauliques. Le mesquite fait remonter l'eau souterraine profonde à la surface et la libère dans la couche arable sèche pendant la nuit, hydratant ainsi les plantes qui l'entourent. Il ne tuait pas l'herbe, il maintenait le désert en vie. Mais la plus grande révélation se trouvait dans la gousse elle-même. Vous vous souvenez de l'épidémie de diabète? Les scientifiques ont analysé le sucre contenu dans la farine de mesquite. Ils ont découvert qu'il est principalement composé de galactomannan, un type de glucide complexe que le corps humain digère incroyablement lentement. Contrairement au sirop de maïs ou au sucre de canne, qui frappe votre sang comme une bombe, le mesquite libère de l'énergie comme une bougie à combustion lente. Il a un indice glycémique de seulement 25. Comparez cela au sucre de table à 65 ou au pain blanc à 75. La science moderne a confirmé ce que les coureurs Pima savaient il y a 4000 ans. C'est le carburant parfait. Il stabilise le taux de sucre dans le sang, combat l'inflammation et fournit du zinc et du magnésium qui renforcent le système immunitaire. Nous avons passé 70 ans à essayer de détruire la seule chose qui aurait pu nous sauver de notre propre régime alimentaire toxique. Alors, où cela nous mène-t-il? Et plus important encore, où cela vous mène-t-il? Nous vivons des temps fragiles. Les chaînes d'approvisionnement se brisent. Le prix de l'insuline monte en flèche, et les étagères des supermarchés ne sont qu'à 3 jours d'être vides. Mais le mesquite est toujours debout. Il attend que vous réclamiez votre indépendance. Vous n'avez pas besoin d'une ferme pour faire cela. Vous n'avez pas besoin d'acheter des graines parce que la chaîne a manqué quelques endroits. Le mesquite pousse à l'état sauvage sur des millions d'hectares dans le sud-ouest américain, au Mexique, en Amérique du Sud, en Afrique et en Australie. Il pousse probablement dans un terrain vague, un fossé au bord de la route ou un parc près de chez vous en ce moment même. Voici votre mission. Cet été, quand la chaleur sera insupportable et que l'herbe deviendra brune, cherchez l'arbre qui reste vert.
cherchez les gousses dorées suspendues à ses branches. Ne les cueillez pas quand elles sont vertes. Attendez que l'arbre termine son travail. Vous voulez les gousses qui sont sèches, cassantes et jaunes, de la couleur de la paille. Secouez une gousse près de votre oreille. Si elle résonne comme un instrument de musique, elle est prête. Un seul arbre mature peut produire plus de 40 kg de farine en une saison. C'est 40 kg de super aliments gratuits de qualité médicale qui ne nécessitent aucune réfrigération et se conservent pendant des années. Récoltez-les. Séchez-les au soleil ou dans un four à basse température jusqu'à ce qu'elles cassent net. Puis, broyez-les. Vous pouvez utiliser un mixeur haute puissance ou, si vous voulez honorer les anciens, un moulin en pierre. Tamisez les graines dures et la balle. Ce qu'il vous reste est une poudre dorée qui a un goût de cannelle, de moka et de caramel. Vous pouvez l'utiliser pour remplacer la moitié de la farine dans votre pain, en saupoudrer dans votre café, ou la mélanger à de l'eau pour une boisson de survie qui vous permettra de continuer quand les autres s'effondreront d'épuisement. Il ne s'agit pas seulement de faire des biscuits. Il s'agit de souveraineté alimentaire. Chaque fois que vous récoltez du mesquite, vous votez. Vous votez contre la monoculture qui empoisonne la terre. Vous votez contre l'industrie du sucre qui empoisonne votre sang. Et vous votez pour un avenir où vous ne dépendez pas d'un système qui vous considère comme un client plutôt que comme un être humain. Ils ont essayé de l'effacer avec des bulldozers. Ils ont essayé de l'enterrer sous la propagande. Mais ils ont échoué. Le bâton de vie est toujours là. La seule question est, êtes-vous prêt à tendre la main et à le saisir? C'était la nature reconquise. La connaissance n'est pas perdue. Elle attend simplement que vous vous en souveniez. Merci de nous avoir écoutés. Prenez soin de vous et restez sauvages.